Bonsoir à tous, très heureux de vous retrouver pour vos journaux du week-end. Voici les titres à la une de ce samedi. Nous sommes le 20 septembre, c'est la journée mondiale de nettoyage de la planète. De nombreux pays prennent cette date très à cœur et organisent de grandes réunions ménage en plein air, comme l'a fait la mairie de Monaco ce matin. À New York, 150 chefs d'État et de gouvernement sont attendus dès lundi pour l'ouverture du débat général de la nouvelle session de l'Assemblée générale des Nations unies. Le prince Albert II y participera. Nous retrouverons notre correspondante sur place. En football, après sa déconvenue en ouverture de Ligue des Champions jeudi face à Bruges, l'AS Monaco affrontera le FC Metz demain au Stade Louis II pour faire le point sur ce début de saison. Qui de mieux qu'un ancien des deux clubs pour nous en parler? Luc Sonor, l'ancien défenseur rouge et blanc, sera avec nous dans quelques minutes. Enfin, nous prendrons la direction du Métropole Monte-Carlo à la fin de ce journal. L'hôtel a accueilli la nouvelle exposition de Samuel Coldclean, un artiste qui mêle tradition et modernité. Ce 20 septembre, c'est l'heure du grand ménage. Partout dans le monde, des opérations de nettoyage de la planète sont organisées à l'occasion du World Cleanup Day. Et Monaco ne fait pas figure d'exception. Depuis plusieurs années maintenant, la mairie, en partenariat avec la société monégasque d'assainissement, propose une grande marche citoyenne de ramassage des déchets, comme celle menée ce matin dans le quartier de la Condamine, à laquelle ont participé Sarah Nkari et Hugo Comassa. Le rendez-vous était donné à 9h30 au marché de la Condamine. Les volontaires enfilent leurs gants et se munissent de sacs poubelles mis à disposition par la mairie. Parmi eux, de nombreux officiels venus donner l'exemple. C'est intéressant, important de mobiliser l'ensemble de ces habitants, les jeunes, les moins jeunes, ils sont nombreux aujourd'hui, pour témoigner que le développement durable, ça n'est pas simplement une politique publique, mais ce sont aussi les petits gestes du quotidien qui permettent à chacun de protéger la planète, de protéger la cité. Et je crois que c'est la raison pour laquelle il fallait que le gouvernement soit là pour permettre de participer à cette démarche collective. Une démarche collective, gratuite et ouverte à tous, qui rassemble chaque année des millions de participants dans le monde, dont une centaine à Monaco. Pour rendre vraiment l'événement plus inclusif et permettre à tous ceux qui souhaitent y participer de pouvoir être avec nous aujourd'hui, on a tracé deux parcours avec deux niveaux de difficulté différents. En fait, il y a un parcours où on prend l'ascenseur et un parcours où on ne prend pas l'ascenseur, mais tout le monde se retrouve au parc Princesse Antoinette pour peser les déchets et les trier aussi en fonction de leur catégorie. Combien de kilos de déchets vont-ils être collectés cette année? On l'ignore à ce stade, mais une chose est sûre, la motivation ne manque pas. Aujourd'hui, on va faire de notre mieux. On fouille, on farfouille, on trouve et on trie, et après plus d'une heure à scruter les trottoirs et jardinières de la Principauté, le verdict tombe. La pêche était bonne, surtout on a pêché beaucoup de mégots de cigarettes, donc ça on le savait, on avait anticipé, donc c'est pour ça qu'on a mis à disposition des seaux spécialement pour les mégots. Le déchet recyclable et le déchet non recyclable, c'est un petit peu plus rare en Principauté. En tout, 6 kilos d'ordures ménagères ont été ramassés, un demi-kilo d'emballage recyclable et 750 mégots de cigarettes, si petits en taille mais si néfastes pour l'environnement. Rappelons qu'un seul mégot peut polluer jusqu'à 500 litres d'eau. Pensez-y avant de les abandonner dans la nature. Voilà, une belle action puisque rien qu'à Monaco l'année dernière, pas moins de 20 kilos de déchets avaient été ramassés. Tout autre chose à présent, vous l'avez entendu hier sur notre plateau, le président du Conseil national Thomas Brezzo a reconnu avec satisfaction hier soir dans un communiqué le travail réalisé par le gouvernement princier ainsi que ses services. Il a également salué le dépôt d'un nouveau projet de loi de budget rectificatif par le ministre d'État Christophe Mirmand. Et les débats sur ce projet seront à suivre sur notre antenne le 2 octobre prochain dès 18h. Dans les coulisses du Monaco Yacht Show, l'un des moments clés des préparatifs est l'arrivée des pontons flottants au port Hercule, indispensable pour accueillir les visiteurs et les plus grands yachts du monde. Un chantier impressionnant auquel ont pu assister tôt ce matin Vanessa Dessy et Thomas Deus. Allez, let's go! Chaque année, l'arrivée des pontons flottants marque une étape décisive dans le chantier du Monaco Yacht Show. Allez, c'est bon. Leur installation se déroule avec une précision millimétrée. Plusieurs jours de manœuvres orchestrées par des équipes spécialisées, capables de positionner ces structures sur mesure dans l'espace restreint du port Hercule. Les contraintes techniques sont multiples, entre la cohabitation avec la circulation maritime quotidienne, la nécessité de garantir une parfaite stabilité et la gestion de volumes imposants. Un balai qui transforme progressivement le port en véritable écrin flottant.
flottant. On est en train d'installer la pivotante Jules Sokal qui est des États-Unis. C'est un ponton qui sert vraiment pour faire une traversante entre le quai des États-Unis et l'extension Nord Piscine qu'on appelle nous. C'est pour que les piétons lors du salon puissent, au lieu de faire tout le tour du salon, puissent couper court pour aller voir les quais de la piscine où il y a des gros yachts, au quai des États-Unis où il y a d'autres gros yachts. Les contraintes, il y en a plusieurs. C'est qu'on a une distance à respecter entre les deux quais. Et en fait, ça se joue à quelques centimètres parce que vu que c'est une pivotante, elle va s'ouvrir, elle va se fermer. Et elle s'ouvre quand les tendeurs du quai Gerland voudront sortir pendant le salon. Et ben nous, on sera obligé de l'ouvrir, puisse passer. Et quand ils sont passés, on sera obligé de refermer pour que les piétons puissent repasser. Et en fait, ça se joue à 3-4 cm. Indispensable à l'accueil des géants des mers, ces pontons temporaires offrent des quais supplémentaires nécessaires pour amarrer les super yachts les plus prestigieux. Sans eux, impossible de présenter une flotte aussi impressionnante au cœur de Monaco. Ils ne sont pas de simples structures techniques, ils symbolisent la capacité du salon à repousser les limites de l'espace et à réinventer chaque année le port pour accueillir les acteurs mondiaux de la grande plaisance. Un défi d'ingénierie qui fait partie intégrante de l'identité du Monaco Yacht Show. Là, il est en stand-by parce qu'en fait, c'est des places où en fait, c'est pas équipé pour ce type de bateau parce qu'il est beaucoup plus grand que les bateaux à l'année. Donc en fait, il a besoin des plongeurs. Donc en fait, on doit l'amarrer à l'avant et aussi à l'arrière parce qu'en fait, à l'arrière, c'est des taquets qui ne sont pas adaptés pour ce type de bateau. Donc c'est pour des petits bateaux. Là, c'est un gros bateau. Donc on est obligé de mailler l'avant. Et quand on aura maillé l'avant, après on va à l'arrière. Il nous donne ses lignes aussi. Et il y a une chaîne mer en dessous du ponton pour qu'on puisse amarrer et linguer ces lignes sur la chaîne mer. Ainsi, l'installation des pontons flottants illustre à elle seule l'ampleur du défi logistique du Monaco Yacht Show. Plus que de simples structures temporaires, ils incarnent l'ingénierie et le savoir-faire déployés pour transformer l'espace de quelques jours le port Hercule en scène mondiale de la grande plaisance. C'est l'heure de la chronique US de notre correspondante. Ce samedi, l'actualité nous emmène à New York, au siège des Nations Unies, où l'on retrouve Alexandra Pani. Bonsoir Alexandra. Lundi s'ouvre la session de haut niveau du débat général de l'Assemblée des Nations Unies. 150 chefs d'État et de gouvernement sont attendus, dont le prince Albert II. Que faut-il attendre de ce grand rendez-vous ? Bonsoir, oui, comme chaque année, tous les regards sont tournés vers ce rendez-vous annuel des Nations Unies qui célèbre cette année son 80e anniversaire. Des célébrations placées sous le thème « Mieux ensemble », 80 ans et plus pour la paix, le développement et les droits humains, alors que l'organisation est sous le feu de nombreuses critiques d'inaction et doit subir d'importantes réformes. Son secrétaire général Antonio Guterres dressait récemment en conférence de presse un tableau alarmant de la situation mondiale. Clivages géopolitiques qui s'élargissent, conflits qui s'intensifient, une planète en surchauffe ou encore des inégalités croissantes, des sujets incontournables pour les chefs d'État et de gouvernement présents cette semaine à New York. On fait le point de ce qui est attendu pour ce 80e débat général avec Isabelle Picot, l'ambassadrice représentante permanente de Monaco auprès des Nations Unies. Le chef délégation, qui est le prince souverain, va parler donc pour lundi, pour l'anniversaire des 30 ans de la plateforme de Pékin. Il va ensuite participer au débat général. En tant que femme représentante permanente, je dois mentionner deux événements importants. C'est que l'année 2025, nous célébrons donc dès lundi le 30e anniversaire de l'adoption de la plateforme de Pékin et également les 25 ans de la résolution du Conseil de sécurité sur les femmes, la paix et la sécurité. Donc ce sont deux événements majeurs. Il y a aussi un événement très important, une réunion de haut niveau sur la jeunesse, parce que la jeunesse continue à croire, comme nos collègues dans le système multilatéral, à la nécessité d'une organisation mondiale, qui est la seule qui existe. Donc nous n'avons pas le choix. Le budget présenté par le secrétaire général prévoit une baisse financière de 500 millions de dollars. Malheureusement, l'organisation, si elle est en situation financière difficile, ce n'est pas une réforme purement financière qui va être nécessaire. Donc la réforme doit être faite sur la structure. Je pense qu'il faut revenir aux idéaux de la charte. Comme toute bonne constitution, la charte prévoit ce que nous devons faire. Nous devons nous rappeler que cette organisation a trouvé sa forme
sur la volonté des États-Unis d'Amérique. Donc je pense que le président américain devrait faire des annonces et qui pourraient permettre d'ici 2 ans une refonte en profondeur de l'organisation. Vous l'avez entendu, le prince Albert II participera cette année encore à cette semaine de haut niveau du débat général des Nations Unies et assistera également à de nombreux événements parallèles. Dès lundi matin, il sonnera la cloche d'ouverture du Nasdaq, le deuxième marché d'action le plus important des États-Unis derrière le New York Stock Exchange. Dans la soirée, il recevra la médaille de la Foreign Policy Association, une distinction remise pour son engagement. Tout au long de cette semaine, une délégation de la Fondation Prince Albert II de Monaco sera également présente à New York pour participer à la Climate Week. Nous reviendrons bien entendu sur l'ensemble de ce programme tout au long de la semaine. Merci beaucoup Alexandra Pagny, on vous retrouve dans la semaine pour la suite des événements aux Nations Unies. Il a officié à l'AS Monaco FC entre 1986 et 1995. Après 7 ans passés au club de Metz, sa carrière a marqué la principauté pour y avoir disputé 315 matchs au total au poste de défenseur central et avoir contribué à décrocher un 5e titre de champion de France. Bonsoir Luc Sonor. Bonsoir. Merci de nous faire l'amitié d'être avec nous sur Monaco Info. Je le disais, vous avez marqué les esprits sur le Rocher et bien au-delà. D'abord, l'actualité du club, c'est sa lourde défaite jeudi en ouverture de la Ligue des Champions face au Club Bruges, 4-1. Vous qui avez participé à de belles campagnes européennes au cours de votre carrière, vous avez, j'imagine, suivi cette rencontre. Et qu'en avez-vous pensé ? Ben écoutez, j'étais assez triste par rapport au résultat. C'est vrai que bon, on peut perdre, hein, ça peut arriver. Je crois que nous-mêmes, on avait joué à l'époque en Coupe d'Europe, on avait joué contre Bruges et nous avions perdu, je crois, chez eux et on avait gagné à la maison. Mais j'ai pas envie de blâmer l'équipe de Monaco véritablement parce que je crois que peut-être qu'au fond d'eux, ils ont sous-estimé la qualité de Bruges. C'est une excellente équipe. Je les ai trouvés vraiment très bons. Je ne dirais pas que Monaco était au summum, et Monaco n'a pas été bon. J'ai trouvé les joueurs un peu, je ne sais pas, comme si physiquement ils n'étaient pas prêts. J'ai senti qu'il n'y avait pas cette volonté qu'on avait auparavant de vouloir revenir. Et c'est ça qui m'a un petit peu embêtés. Mais ils sont tombés sur une très très belle équipe. Il ne faut surtout pas diminuer la qualité de cette équipe, même si Monaco, on sait que Monaco a les moyens de pouvoir rivaliser. Mais là, sur ce coup-là, je pense qu'ils ont dû sous-estimer un petit peu trop Bruges. Alors que vous inspire ce début de saison pour la suite, sans parler du casting avec les petits nouveaux fraîchement débarqués, Eric Dier, Ansu Fati et bien sûr l'international Paul Pogba à venir? Ben, déjà, je trouve que le recrutement, il est intelligent, il est malin, dans le sens où on va chercher des joueurs qui sont revanchards. Encore faut-il qu'ils soient prêts physiquement. Je pense qu'on les préserve encore un peu. Ansu Fati, il est rentré, il a marqué. Ça, c'est bon pour le moral, que ce soit pour le club ou pour le joueur. Maintenant, vous savez, tout le monde attend avec impatience Paul Pogba. Mais il ne faut pas non plus s'imaginer qu'il est un magicien et qu'il va pouvoir révolutionner tout ce qu'il y a à Monaco. On a des excellents joueurs à Monaco, on a des joueurs de qualité vraiment très haute, même si on en a perdu encore. C'est juste, c'est pas parce qu'il y a eu un faux pas qu'il faille s'inquiéter de tout, quoi. Monaco a un bel avenir devant lui et moi, je reste très confiant par rapport à ce qu'ils peuvent produire en championnat. Alors, la Ligue des Champions, c'est autre chose. C'est un petit peu plus compliqué. Je ne sais pas si véritablement on a tout ce qu'il faut pour arriver à aller le plus haut possible. Mais bon, on va y croire, on va espérer. Demain, retour en Ligue 1, 5e journée avec ce match entre vos deux clubs de cœur, Monaco et le FC Metz. Qui d'autre mieux que vous pour en parler? Qu'est-ce qui vous a marqué dans l'évolution des deux clubs depuis que vous les avez fréquentés? Et donc, que faut-il en attendre demain? Demain, j'ai presque envie de vous dire, j'attends rien, dans la mesure où je ne peux pas me prononcer par rapport à l'une ou l'autre des équipes. J'ai toujours dit, et je le redis constamment, c'est mes deux amours, quoi. Metz, ça m'a permis de grandir, ça m'a permis de gagner mes premiers trophées. Coupe Gambardella, Coupe de France, l'exploit de Barcelone, tout ça. Et ensuite Monaco, où j'ai grandi. J'ai grandi parce que je suis arrivé dans un club d'une dimension beaucoup plus supérieure à ce que j'avais pu connaître à Metz, sans manquer de respect aux Messins, évidemment. Et Monaco m'a permis d'après de gagner d'autres titres, de me faire connaître.
de me permettre de jouer en équipe de France, d'être international. Donc voilà, c'est pour ça que je n'ai pas aujourd'hui, à ce jour-là, l'amour que j'ai pour ces deux clubs vient de là, parce que chacun a sa part de responsabilité dans la carrière que j'ai pu faire. Chacun véritablement m'a permis de grandir au moment où il le fallait. Et ça, on ne peut pas l'oublier, on ne peut pas rejeter ça. La preuve, je suis resté pratiquement 9 ans à Metz et 10 ans à Monaco. Donc, voilà, ça parle d'elle-même. Quand je regarde ce genre de match, d'ailleurs, j'évite la plupart du temps, à vous dire vrai, de regarder ces matchs-là, Monaco-Metz ou Metz-Monaco. La plupart du temps, j'évite de regarder parce que je ne sais pas trop quel comportement avoir par rapport aux résultats, par rapport à la manière dont les deux équipes vont se comporter. Mais je sais une chose, c'est que oui, ce sont mes deux amours et c'est deux clubs que je remercie énormément. Depuis quelques années, on sait que Monaco pêche un peu par manque de qualité défensive. En tant qu'ancien défenseur, justement, est-ce qu'il y a des joueurs qui ont attiré votre attention, certains qui rattrapent le coup? Vous savez, ce qui a fait la différence, je pense, pour nous, à l'époque des défenseurs, on était beaucoup plus serein, beaucoup mieux. Pourquoi? Parce qu'on avait un certain Jean-Luc Ettori dans les buts, qui est un homme tonton, comme on l'appelle, c'est un homme d'expérience. C'était quelqu'un qui, à lui tout seul, arrivait à vous remettre ce mental, ce moral pour aller chercher une victoire, pour aller se battre. Et je pense que ça aussi, ça a son importance. Aujourd'hui, à Monaco, il y a pratiquement les gardiens, on n'a pratiquement eu que des étrangers. Donc, comment dirais-je, la manière de raisonner entre le défenseur et le gardien n'est plus la même. La confiance n'est plus la même. Ce sont des trucs bêtes, peut-être, mais qui ont leur importance dans un match quand une équipe comme ça joue avec des défenseurs qui sont en plus très offensifs. Mais moi, je crois énormément à cette équipe. Hein. Je suis pas en train d'être défaitiste. Moi, je pense que Monaco a une magnifique équipe, en plus avec des garçons qui vont revenir, j'espère, le plus vite possible. Oui, il ne faut pas avoir que la défense non plus. C'est vrai, quand on prend des buts, on a tendance à s'atteler qu'à la défense, mais non. Il y a une équipe entière. Vous l'avez dit, donc aujourd'hui, le football a changé, tout va beaucoup plus vite. Vous auriez aimé jouer encore aujourd'hui ou bien le cadre ne vous plairait pas autant qu'hier? Je ne regrette nullement d'avoir joué avant. Le cadre aujourd'hui ne me plaît pas du tout. Ce que je vois dans le foot, ce que j'entends dans le foot, la manière dont sont gérés les joueurs aujourd'hui. Alors, j'aime pas parler comme ça. Hein. J'aime pas trop en public en parler parce que on va nous traiter des gris, de jaloux. Non, pas du tout. Pas du tout. Aucune jalousie. Et puis, quelqu'un qui joue 10 ans à Monaco, il n'est pas jaloux, hein, il n'est pas aigri. Hein. Il est juste très content de ce qu'il a fait. Donc, moi, je me permets juste de dire qu'aujourd'hui, malheureusement, on est plus axé sur l'argent, sur ce qu'on va gagner, les contrats qu'on va faire. C'est trop compliqué, ce monde-là, aujourd'hui. Je préfère rester avec ce que j'ai vécu, même si je travaille pas mal dans le foot, puisque je m'occupe du club des internationaux de football qui regroupe tous les garçons qui ont joué en équipe de France. Et on fait pas mal d'activités, on fait pas mal de matchs pour des associations. Et voilà, donc c'est ces moments-là qui me plaisent. Ce sont ces moments-là que j'aime vivre et ressasser quelques bons souvenirs de ce qu'on a pu connaître en fait. Merci beaucoup Luc Sonor d'avoir été avec nous ce soir pour nous livrer votre regard sur vos deux anciens clubs, l'AS Monaco FC et le FC Metz, avant leur rencontre. Merci à vous. Merci à vous, à bientôt. Et justement, à la veille de cette rencontre, les clubs ont tenu leur conférence de presse d'avant-match ce midi. Après leur grosse déconvenue à Bruges, l'objectif des Rouges et Blancs est clair, retrouver leur niveau pour rester dans le wagon de tête de la Ligue 1. Écoutez les mots du coach adultère et de l'ancien Messin, Lamine Camara. This is the next opportunity to show another face. It was a big disappointment what we saw first Champions League game in Bruges. The critics are absolutely justified. There are no excuses, and we have to come back on track. We missed lots of things what we did very well in the last 2 years. But in the end, it's small details, our basics. We have to come back on our principles and our identity. C'est un match spécial. Et voilà, je suis content aussi de les rencontrer, de jouer avec eux. Alors, je sais qu'ils ont des joueurs de bonne qualité aussi. Et voilà, comme je l'ai dit, là, je suis à Monaco et je me concentre sur Monaco. Mais maintenant, je veux dire, c'est une équipe que
que je dois jouer, voilà, que j'ai l'objectif de gagner aussi. Et voilà, c'est un match spécial et j'espère que ça se passera bien pour moi. Voilà, et le coup d'envoi de cette rencontre de 5e journée de Ligue 1 sera donné à 17h15 au stade Louis II. Du côté de l'Azerbaïdjan à présent, Charles Leclerc a décroché une timide 10e position au classement des qualifications pour le Grand Prix. Pas facile avec la pluie qui s'est invitée à la dernière séance et une erreur qui lui a valu un accident. Demain, c'est Max Verstappen qui partira en pole position à partir de 14h, heure de Monaco. Des nouvelles de Lisa Pou, la nageuse monégasque disputait ce samedi la 4e manche de la Coupe d'Europe de natation en eau libre à Barcelone. Et elle s'est emparée de la médaille d'argent sur 10 km, une excellente performance de plus à son actif. En patinage cette fois, en ce moment se tient à Pékin, au Japon, le tournoi de qualification olympique pour les Jeux d'hiver de Milano Cortina 2026. Ce matin, le monégasque Davide Liutenbrein a passé le programme court et a terminé à la 5e place. Un classement qui lui permet de poursuivre avec le programme libre qui se tiendra demain, 11h35 heure monégasque. S'il reste dans les 5 premiers, il sera officiellement qualifié pour cet hiver. Un dernier résultat cette fois en basketball. La Roca Team vient de l'emporter sur Boulazac, 95-70 sur le parquet de Roland-Garros. Rendez-vous pour la finale de cette première Supercoupe de France demain à 17h. On connaîtra l'adversaire de Monaco dans la soirée. Un peu d'art, mais en chocolat. Je parle bien sûr du chocolat chaud qui va bientôt faire son grand retour pour une 2e édition, les 13 et 14 octobre prochains, à l'hôtel Méridien Beach Plaza. Alors les artistes attendaient avec impatience la conférence de presse qui s'est tenue lundi pour pouvoir y découvrir le thème de l'année ainsi que l'élément qu'ils devront mettre en avant dans leur création. Marie Bonnet-Blanc et Arnaud Imbert étaient présents. Cette année, 8 artistes présenteront leurs œuvres autour d'un thème commun, l'univers nautique. Chaque créateur a découvert son élément grâce à un tirage au sort, une manière originale de commencer à se projeter dans la création. Je travaille beaucoup sur le plancton et le plancton en fait c'est 50% de notre oxygène. Donc ce qui va m'intéresser c'est de pouvoir remettre aussi des éléments comme le plancton, comme aussi le coquillage puisque je travaille aussi sur les coquillages et les coquillages c'est des filtreurs d'eau qui est très important aussi pour les écosystèmes et l'environnement. Donc moi tout ce que j'ai envie de faire passer c'est aussi au-delà du côté esthétique mais plutôt un message plutôt dans la protection, le respect et de l'engagement. Je suis très content parce que j'ai pris un bateau. Et donc, je crois que je vais faire une connexion très forte entre l'art et ma spécialisation, qui est la dermopigmentation. Donc, ça veut dire que moi, je vais traiter sous un point de vue paramédical, par exemple, la reconstruction de l'aréole mammaire après un cancer. Et donc, j'aimerais bien de mettre des symboles dans mon chocolat qui rappellent que ce bateau, il amène les personnes vers un nouveau vie. Et donc, après le cancer, il a une renaissance. Et donc, sûrement, j'aimerais bien faire quelque chose de ça. À partir du 25 septembre, les œuvres seront exposées chez Van Henness. Le public sera invité à venir voter pour sa création favorite. Tous les participants s'engagent dans ce concours pour la bonne cause. Le chocolat, c'est gianduiote, c'est dans les veines, dans mon sang. Et le chocolat, vu que c'est le partage, c'est aussi l'occasion de faire une vente à l'enchère important où tous les profits ils vont à des associations qui vont être choisies la soirée même du 14. Parce que nous, on fait l'exposition le 13 et 14 octobre au Méridien Beach Plaza, ouvert au public. Mais avant cela, les artistes sont à l'œuvre et vous l'aurez compris, l'association vous donne rendez-vous le 14 octobre prochain pour une grande vente aux enchères caritative. Les amateurs d'art contemporain, cette fois en rendez-vous ce week-end sous le chapiteau de Fontvieille. Le salon Art 3F réunit sur 3 jours plus de 200 artistes et galeries à l'échelle nationale et internationale. Peinture, sculpture, photographie, les visiteurs en prennent plein la vue et vous allez pouvoir en profiter aussi dans ce reportage signé Sarah Nkari et Camille Caloni. Né à Mulhouse, le salon d'art contemporain Art 3F se déplace désormais dans toutes les grandes villes d'Europe. Paris, Barcelone, Milan et Monaco pour la 6e année. Ce week-end, il propose pas moins de 3500 œuvres issues des 4 coins du monde. Ce qui fait la recette de son succès, sans doute son accessibilité. Tout le monde est le bienvenu, il n'y a pas de code particulier ou un portefeuille particulier. Nous sommes également dans ce qu'on appelle l'art abordable. Donc vous trouvez des œuvres à partir de quelques centaines d'euros. Après, les prix peuvent effectivement s'envoler. Et c'est un salon qui est vraiment ouvert à tous, y compris aux familles, y compris aux enfants qui sont souvent
pas les bienvenus sur ce type de manifestation. Et ils sont servis, 200 artistes et galeries sont présents, monégasques, allemands, suisses, belges, espagnols, italiens ou encore français. Et certains n'hésitent pas à faire de petits clins d'œil à la principauté. Le Grand Prix de Monaco, c'était pour vraiment immortaliser entre guillemets la première des courses donc, au Grand Prix de Monaco, qui est quand même écrite dans l'histoire. Aucun style n'est imposé, même si depuis quelque temps le pop et la couleur reviennent en force. Mais le panel est varié et les visiteurs subjugués. Il y a beaucoup de choses intéressantes, puis si on aime l'art, on est servi. J'aimais beaucoup Elena Chaoura qui exposait sur le verre coloré. Je trouve que la technique est intéressante. Et j'aimais beaucoup un peu le style impressionnisme qui est à côté, ici. Voilà, et je continuais de regarder les autres. Moi j'aime beaucoup ce style. Ouais. Et puis qu'est-ce qu'il y avait aussi? Il y avait d'autres. Mais bon, pour le moment, on reviendra. Parce qu'une fois, c'est beau. Il y en a beaucoup. L'année dernière, 18 000 personnes ont franchi les portes du salon. Même sans achat, tous sont repartis émerveillés et ont emporté avec eux de beaux échanges et l'envie d'en découvrir davantage sur l'art contemporain. De l'autre côté de la principauté, un lieu emblématique s'est lui aussi transformé le temps de quelques jours en véritable écrin pour l'art. L'hôtel Métropole Monte-Carlo a en effet accueilli la nouvelle exposition de Samuel Cotlin. Christinda Petit-Homel et Arnaud Imbert se sont plongés dans l'univers fascinant de cet artiste. L'hôtel Métropole a accueilli l'univers de Samuel Cotlin, sculpteur et peintre. Il a présenté durant quelques jours ses bustes et ses portraits, des œuvres fortes, réalistes qui captaient l'expression, parfois même l'âme de leur modèle. Une série de bustes d'un réalisme saisissant qui attirait d'ailleurs tous les regards. Concernant mes bustes, j'ai travaillé 10 ans dans l'industrie, chaudronnier de formation, également au bureau d'études. Et donc mes bustes, c'est finalement une rencontre entre mon expérience industrielle d'une part et puis bien mon art d'autre part. Donc ces bustes, je les ai conçus sur des logiciels de conception en 3D. Et ensuite, il y a de la découpe laser, ils sont en acier inoxydable, il y a du pliage, de la mise en forme et puis l'assemblage final, du soudage. Et c'est via les visages, la position des têtes, les yeux et la bouche que je vais y mettre de l'émotion et leur donner une unicité toute particulière. Ces toiles, elles, révélaient une autre facette, plus intime, plus colorée. Entre peinture et sculpture, Cotlin s'est installé un dialogue, une émotion. Que ce soit en peinture comme en sculpture, pour moi, c'est toujours l'humain que je mets au centre de mon travail. Donc beaucoup de portraits et toujours aller chercher ces émotions qu'on a tous en nous et qui sont multiples, bien plus que ce qu'on sait le verbaliser même. Je fais des portraits avec des couleurs très vives, très saturées. Après, j'ai deux types de styles. Il y a une première approche qui est assez spontanée, avec des personnages caricaturés, avec du cubisme, des formes géométriques. Donc ça, c'est vraiment une création assez spontanée et empreinte du street art, notamment. Et puis j'ai aussi des portraits que je fais à partir de photos, qui sont beaucoup plus réalistes. Et donc là, évidemment, l'idée c'est que ce soit ressemblant, néanmoins, j'y mets toujours ma patte particulière avec toujours des couleurs très saturées, des couleurs vives et puis également des motifs. Et il n'était pas le seul à présenter ses œuvres dans cette exposition. À ses côtés, d'autres talents comme Lucille Julien ou la sculptrice Solène Pichot enrichissaient ce rendez-vous artistique qui s'est tenu durant quelques jours au cœur du Carré d'Or. Et c'est sur ces images que se referme ce journal. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Sarah Nkari pour vos prévisions météo. On se quitte sur le retour en images de la Journée mondiale de nettoyage de la planète à laquelle a participé la Principauté. Ce matin, les clichés sont signés Philippe Fitt. Excellente soirée sur Monaco Info et à demain, 18h30. Retrouvez la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.
Bonsoir à toutes et à tous, encore une journée digne du mois d'août aujourd'hui. J'espère que vous avez pu profiter du soleil car il se fera de plus en plus rare dans les jours à venir. Demain, quelques éclaircies sont au programme. C'est dans la soirée et dans la nuit que le temps risque de changer radicalement. Pluies orageuses accompagnées de fortes rafales de vent sont attendues. Un mauvais temps qui devrait perdurer lundi. En attendant ce dimanche, les températures sont en baisse, certes, mais restent agréables. 19 degrés le matin et 25 l'après-midi. Nous fêterons ce 21 septembre la Saint-Mathieu. Une bonne fête à eux ainsi qu'aux dérivés Mathias et Mathéo. Belle soirée sur Monaco Info. C'était la météo avec Suisse Courtage, le spécialiste de l'assurance à Monaco depuis plus de 35 ans. Notre expertise à votre service.